You made me do that. Piotr Sobolczyk, qui a déjà été présenté aujourd'hui, mais je rappelle, il fait ses recherches dans le cadre de l'Institut littéraire de l'Académie des sciences à Varsovie. Il est auteur de 2 ouvrages consacrés à Białoszelski et de plusieurs articles. Il est aussi un cofondateur de Mirofor et qui va nous présenter son exposé intitulé Destin plus lointain, un traumatisme proche. Merci. Merci. Ça marche. Donc, rappelons une fois de plus la phrase ironique de Białoszelski. Je veux tout écrire. Spiszę wszystko. Je veux tout écrire n'est pas la même chose que je veux tout dire ou j'ai tout dit. Sur cet axe, je voudrais poser quelques questions sur la mémoire de l'insurrection de Varsovie, qui devient un texte, un tout, une œuvre beaucoup plus problématique à la lumière de la connaissance plus récente de cette variante et de ses suites. Je considère que l'annonciation de tout impossible est l'écriture d'extrait de ce tout impossible énoncé sans le travail de la mémoire traumatique. Et pour ça, je veux me référer au concept de Jacques Lacan. Essayons de revenir au concept de Lacan, bien connu des lacanistes, mais moins utilisé dans les descriptions de la littérature traumatique polonaise. Présenté en février 1974 lors du 21e séminaire. Lacan y introduit la catégorie de traumatisme. Un jeu de mots si proche de celui de Białoszelski, mais aussi ancré dans la tradition psychanalytique d'exploration de dérapage. Bien sûr, en français, pas de problème, mais on ne peut pas traduire cette phrase traumatique au polonais ni en anglais. Traumatisme par la puissance d'un seul changement de voyelle dans l'écriture et dans la prononciation révèle un trou, une brèche. Je vais brièvement récapituler l'argument de Lacan. Le sujet qui a vécu un traumatisme et tente de l'exprimer encore et encore ne peut s'arrêter de parler car il découvre qu'il ne peut pas tout dire. Aucune façon de l'exprimer ne s'avère absolument exacte. Rien ne clôt le problème psychique, une fois pour toutes. De ce trou ou cette brèche, pour Lacan, le sujet traumatique devient un modèle d'être au monde général et de l'expérience du réel comme traumatisme. Mais cela ne change rien au fait que l'expérience traumatique entraîne une intrusion ou effraction, comme dit Lacan, effraction violente du réel, et donc beaucoup plus forte que dans le cas d'être au monde non traumatique, en général. Donc, trauma, c'est un cas plus fort, bien sûr. Le sujet traumatisé se rend compte que l'intrusion du réel rend peu fiable le mode linguistique ordinaire,
de fonctionnement dans le monde, c'est-à-dire la symbolisation. Parce que par Lacan, la symbolisation, c'est ce que nous faisons tout le temps. Mais le traumatisme est fraction de ce mode de symbolisme. Le traumatisme ne peut être symbolisé. Le travail de mémoire et d'articulation, d'énonciation ne fait que nous bercer d'illusions en nous faisant croire qu'il peut mettre fin au traumatisme, qu'il peut se terminer par une phrase finale. Je cite ces idées dans la forme la plus simple possible, parce que c'est vraiment compliqué comme chez Lacan, et non parce que pour appliquer ces idées à Wieroszewski, il est évident que je suis plus intéressé à éclairer l'œuvre de Wieroszewski qu'à tester ou prouver l'exactitude de quelques fils de psychanalyse lacanienne. Mais parce que ces idées me permettront de discuter de certains problèmes intacts concernant la relation entre le parler et l'écrit, ainsi que le traumatisme dans la mémoire et ses paratextes. Maintenant, je veux proposer deux visions, une vision œuvre-centrique et une autre psychocentrique. On va dire le mot, oui. La vision traditionnelle de mémoire, que je qualifierais d'œuvre-centrique, montre un processus dont la finalité était claire. Wieroszewski a passé des années à parler de son expérience d'insurrection, à faire des tentatives erronées pour décrire son événement formateur, jusqu'à ce qu'il trouve enfin la bonne forme, celle que nous connaissons, celle qui est parue dans la presse, mémoire. Mémoire est peut-être un chef-d'œuvre littéraire, mais il ne peut être pas, et je suppose qu'il ne l'est pas, une déclaration efficace, un travail sur le traumatisme. C'est pourquoi je souhaite faire la distinction entre une vision centrée sur le travail et une vision psychocentrique. Un littéraire traditionnellement orienté vers le texte, vers le produit final, ne pas s'intéresser aux problèmes psychologiques de l'auteur, aux diverses situations qui entourent l'œuvre d'art qui se trouve au centre. Et de toute façon, s'il prend en compte de tels contextes, c'est en maintenant la position centrale de cette œuvre dans sa forme spécifique. Dans cette optique, les ajouts en mémoire, ce destin plus lointain, sont des paratextes, c'est-à-dire étymologiquement deux textes à côté. Des ajouts, au mieux une sorte d'introduction ou de postface, un mot de l'auteur, exactement comme Gérard Genette les a définis, à proprement parler, ce destin plus lointain dans la classification de Gérard Genette serait le paratexte retardé, des paratextes ultérieurs. La vision centrée sur le canon suppose également que l'écriture, le mot écrit, ou en tout cas la version publicisée d'une énonciation, a plus de valeur que la parole. Les parler, mais aussi les répétitions, en un mot, pour le dire de manière un peu métaphorique, mais seulement un peu, elle met entre parenthèses les exceptions précédant la phrase précise, qui a un début, une fin, une majuscule au début et un point à la fin. Enfin, en ce qui concerne le rapport au traumatisme et à la traumatisation, une vision centrée sur le travail permet de décrire magnétique en mémoire seulement en tant qu'enregistrement d'une expérience traumatique collective, bien que vu de point de vue subjectif, en tenant compte ou non de la modalité ou de l'attitude du sujet face à cette expérience traumatique, c'est-à-dire Wieroszewski. Je le souligne, extérieur et supra-individuel. Au mieux, on peut extraire des phrases ou des fragments du texte principal en les traitant comme des traces oblitérées, brisées, des miettes à partir de que on peut assembler une construction fragile d'une hypothèse
d'un hypothétique traumatisme individuel de l'auteur. Dans les cas extrêmes opposés, on peut aussi entendre l'argument selon lequel, étant donné que Białowieski n'a pas utilisé l'expression traumatisme explicitement dans le texte principal, toute tentative de déchiffrer ce que ce terme signifie ne sera pas une lecture à l'extérieur, mais une lecture à l'intérieur, c'est-à-dire un ajout de lecteur. De mon point de vue, une télévision centrée sur le travail est à la fois peu attrayante ou productive et quelque peu déplacée. Ce point de vue que je ne qualifie pas proprement de psychocentrique repose sur l'hypothèse que l'insurrection de Varsovie a été une expérience traumatisante pour Białowieski. Sans invalider le chef-d'œuvre, il traite mémoire comme un des meilleurs des processus d'énonciation, mais sans doute pas comme une déclaration de tout, et une sorte de clôture finale du sujet. Plutôt que de tout déclarer, c'est devenu pour l'écrivain un moment de prise de conscience, cette épiphanie traumatique, qu'il n'avait pas tout dit, qu'il ne dirait pas tout, jamais. Je mets ces notions entre guillemets. Je veux parler du paradoxe selon lequel un succès littéraire, artistique, peut en même temps être un échec dans un autre ordre, y compris psychologique. Nous pouvons le considérer comme une variante de l'art queer de l'échec, queer art of failure. Même si Białowieski croyait au pouvoir de l'œuvre, séduit par les mythes modernistes sur l'art qui sauve, et plus important, il savait déjà pendant l'écriture des mémoires, après sa publication en plus, que c'était une illusion. Et cependant, Białowieski n'avait pas de telles illusions à l'époque où il enregistrait sur un magnétophone et écrivait le texte qui deviendrait finalement la version libre des mémoires. Donc je passe à cette vision psychocentrique de plusieurs éléments de qui il consiste. Une vision psychocentrique, ou plus précisément psychotraumatique, de l'insurrection de Varsovie et des mémoires de Białowieski devrait prendre en compte, outre l'œuvre elle-même, 4 éléments suivants. Les premiers, ce sont le début du travail journalistique de l'écrivain après la guerre, dans le quotidien Kurier Codzienny et Życie Warszawy. Je remarque dans ces publications l'absence apparente d'expériences individuelles traumatiques, dans des passages où Białowieski décrit des endroits similaires ou identiques à ceux qui présentés plus tard dans la mémoire. Pour que l'on puisse retrouver les traces, les pré-mémoires, je dirais, les pré-mémoires de ces articles, le plus révélateur est un long reportage réalisé dans la rue Krucza de Molière, reportage intitulé Dans la capitale héroïque. Rue Krucza, un des cimetières de Varsovie. Adam Poprawa a remarqué que Białowieski avait fait ici le récit de sa visite chez un coiffeur de la rue Wilcza et à un bazar où marchait entre Roja et la rue Wilcza, qu'il a ensuite écrit dans l'œuvre, dans la mémoire. Bien sûr, les deux versions diffèrent dans le style et dans la présence du jeu. En tant que reporter, Białowieski s'exprime d'une manière plutôt fleurie, para-expressive, para-expressionniste, et je peux passer, c'est pas bon. Le texte indiquait sont, à mon avis, les premiers lieux qui prouvent que 12 ans après le soulèvement, le traumatisme individuel et collectif était en répression, en latence. C'est aussi une des premières expériences de Białowieski consistant en accepter la suprématie de nous discursifs.
En plus, dans l'aspect de propagande, qui est probablement manqué, son expérience individuelle. Je vois ici l'approche d'une situation dans laquelle se dessine la perspective de nos discursifs officiels, celui qui règle ce qu'on peut dire et comment on peut dire, et comment non, en opposition au jeu expérimentaire, mais aussi non expérimentaire. C'est-à-dire ce qu'on peut dire versus ce que je peux dire, ou ce que je peux dire au nom de nous. Le deuxième élément, deuxième chose qui modifie notre point de vue, c'est la connaissance de nombreuses versions orales ou tentatives écrites de cette œuvre. Il n'est pas présent ici maintenant Eric Vaux, mais il racontait une histoire comment Jaruzelski dans les années 60 lui a donné une version de mémoire qui personne ne connaît parce qu'elle était détruite après. Une version avec le but de le publier à Cultura, ici à Maison Lafitte. Une version que totalement que nous ne connaissons pas, détruite après, brûlée. Selon la légende, la version écrite était très différente de la version parlée et n'ont pas eu de succès. Un échec sur le plan artistique, bien sûr, mais aussi, sans aucun doute, sur le plan de l'œuvre traumatique, même s'il est difficile de juger aujourd'hui s'il était encore plus raté que le livre que nous, tel que nous connaissons. Donc, le troisième élément, c'est la connaissance des amis et des personnages de l'auteur. En écrivant, éditant et enregistrant Pamiętnik, Jaruzelski devait tenir compte des sensibilités individuelles des personnages qu'il décrivait. Il restait en contact avec certains d'entre eux. Par exemple, il avait toujours une relation amicale avec Irena Prudil. Il savait donc qu'elle ne s'offusquerait pas si, en tant qu'Irena P., sur la première page du mémoire, elle allait déclarer sa volonté de se donner aux toutes premières insurgés qu'elle a vues. J'en arrive à la conclusion suivante. La version publiée de l'œuvre contient une sorte de double codage. Le texte s'étale sur le destin des liens existants entre certains personnages. Ajoutons que les connaissances de l'écrivain étaient parfaitement au courant sur ce qu'il a mis dans son œuvre et pourquoi. Nous avons donc une situation de communication similaire à un jeu de dénouement, de clins, de l'œil, de sourires significatifs. À cette occasion, je signale que ces procédés, dus à une certaine paranoïa, sont assez familiers au sujet homosexuel, surtout à cette époque. C'est cette approche qui explique également, à mon avis, certaines interruptions dans le texte, ces passages peu clairs, fragments d'une mémoire, lisibles uniquement pour un lecteur averti. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans le texte par la censure à cause de connaissances de ses amis ou personnes qui ne sont plus ses amis mais sont décrits dans la mémoire. Donc c'est une négociation tout le temps, ce que je dire. Et pour ça, je l'ai dit tout. Et le quatrième élément, c'est la censure institutionnelle. Bien que nous n'ayons pas accès aux manuscrits transcrits par la censure ou la documentation de l'éditeur, les nouvelles éditions non censurées ou décensurées des pamiętnik de mémoire ainsi que de donosy rzeczywistości et de Przemysław Wyciągi, préparées grâce à la confrontation de la version publiée avec les manuscrits ou tapuscrits autorisés par Jaruzelski, nous donne un aperçu au moins partiel de l'expérience d'un écrivain qui a subi des ratures, mais aussi des ajouts de la part des auditeurs, parce que parfois le texte est écrit d'une manière énigmatique, l'éditeur ajoutait l'explication au texte. Donc,
décision était à l'origine du sentiment de l'écrivain d'avoir tout écrit, d'avoir tout dit. On peut supposer qu'en privé, chez lui, il n'avait pas à omettre ses fils, tandis que ceux qui ont écouté la lecture du texte dans sa forme originelle confrontée à la version imprimée se rendaient compte de l'existence d'une ellipse à un droit donné et étaient probablement aussi capables de la rationaliser. Pourquoi il a omis ça? Donc enfin, l'homme de Falter qui bloque l'idée de tout écrire, c'est la fameuse pile de construction, coupa constructiva. Cette métaphore est généralement considérée comme positive, démontrant avec justesse la capacité de l'écrivain à mener l'histoire avec de nombreuses interjections et digressions, des ajouts nécessaires, un certain chaos auquel s'ajoute parfois un magma stylistique, disons linguistique, peu évident, de telle sorte que l'ensemble suit téléologiquement un rythme particulier, un déversement ou redéversement dans un tas. C'est-à-dire que cette pile se décompose, mais c'est toujours compose en une chose qu'on peut considérer l'objet d'art, non? Un chef-d'œuvre. C'est exactement ça, le genre de découverte dont Lacan parlait comme du traumatisme. Tant que le traumatisme n'est pas énoncé, malgré la nécessité de l'énonciation, il n'est en principe pas réalisé par les sujets comme traumatisme, parce qu'il ne réalise pas le traumatisme. Mais lorsqu'il commence à en parler, à faire de nouvelles tentatives, il se rend compte que ce processus ne se ratera jamais. Et il est donc condamné à réitérer le traumatisme. C'est-à-dire qu'avant de parler de sujet, il était moins traumatisé. C'était comme l'attente, non? Au moment quand il commence à parler de cette expérience traumatique, il se rend compte qu'il ne cessera jamais d'en parler. C'est la conclusion de Lacan. En résumant ces 4 éléments, et le 5e qui est la pile de construction dont je viens de parler, nous comprenons que dans une vision psychotraumatique, le livre Mémoire, c'est un maillon de processus, c'est en fait un palimpseste, avec de nombreux silences, des suppressions, des possibilités inexploitées, des trous. Pile de construction, c'est des lectes de l'ordre centré sur les œuvres et préjuge peut-être de la qualité artistique du livre. Je crois cependant qu'il faut aussi regarder cette métaphore métatextuelle à travers le prisme de son ombre, regarder l'état comme un palimpseste, cachant un son permanent du passé et de la lutte avec celui-ci. L'ultime partie, j'ai un peu de temps, ouais. Ce sont des temps plus lointains. Donc il y a au moins trois suppléments au destin plus lointain aux mémoires, publiés posthumement. Donc le premier supplément à mémoire a été écrit pour la 3e édition du livre en 1976 et a été envoyé à l'éditeur pour relecture. D'où, après réflexion, l'écrivain l'a retiré. Le fait qui a été révélé par Jacksoniski dans une des rééditions. Ce supplément intitulé Destin plus lointain des protagonistes de mémoire, 1976, et le deuxième écrit en 1977 sous le titre Encore d'autres destins des protagonistes de mémoire d'insurrection de Varsovie. Sont conservés sous forme de tapis-script avec des corrections manuscrites. Il est difficile de dire s'il était destiné à être imprimé et publié, bien que le fait qu'il soit dactylographie semble
l'indiquaient, alors que nombreux essais de Białoszewski publiés à titre posthume sont restés à l'état de manuscrit. Le statut du troisième supplément, le moins évident, écrit lui aussi en 1977, est le moins évident, étant donné qu'il ne parle quasiment pas ni de soulèvement, ni de la guerre. Donc, ce sont les destins plus lointains qu'il raconte concernant les faits contemporains au moment de la rédaction. Elle pourrait tout aussi bien se trouver dans un recueil de prose de l'écrivain. Parce qu'il parle comme il va à Gdańsk à visiter Halina et il y a du bruit de la rue, etc. C'est un récit en général comme beaucoup de prose de Białoszewski contemporaine. Bien sûr, cela correspond à la formule des autres destins de héros, car Stacha, la mère d'Halina, elle-même était des héros de l'œuvre. Mais si l'on devait adopter un tel principe, alors peut-être qu'un tiers de la prose Białoszewski devrait être considéré comme des autres destins de héros ou des ajouts à mémoire. Peut-être c'est ce que l'écrivain justement avait à l'esprit, que tout son œuvre post-mémoire soit comme peut-être non, mais la majorité soit considérée comme destin plus lointain de caractère de mémoire. L'annexe première commence complètement in medias res, sans qu'il apporte une justification mathématique de la raison pour laquelle les contenus ajoutés ont été omis dans l'œuvre publiée sur le titre du mémoire et qui sont maintenant ajoutés. Elles sont fait référence aux endroits du livre mémoire auquel le lecteur devrait coller, interjeter ou même se référer. Dans leur ensemble, il indique clairement que le travail du livre était plein de trous, traumatisants, résultant très probablement soit de l'acquisition de nouvelles connaissances, soit de limitations formelles, c'est-à-dire de cette pile constructive que je indiquais plus haut. L'histoire que l'écrivain raconte dans son destin plus lointain est scandaleuse, est choquante, est traumatisante. Mais en même temps, il fait de son mieux pour éviter stylistiquement l'épopée et l'esthétique du choc. Halina est une survivante de l'Holocauste grâce à Zenon Białoszewski, qui lui a obtenu des papiers ariens. Ils ont traversé le soulèvement en famille. Cependant, l'écrivain ne le dit jamais d'une manière aussi pathétique qui répond aux exigences du discours patriotique. Au lieu de cela, il révèle le traumatisme de Halina dans ce contexte. Halina, c'est la citation. Halina avait un certificat d'études secondaires, matura, d'avant-guerre, sous son nom juif de jeune fille. Mon père et moi avons enterré le certificat avec d'autres papiers avant de quitter Varsovie. Puis, nous l'avons déterré. Halina a préféré renoncer au certificat plutôt que d'admettre son origine demi-juive à Gdańsk. D'autres références dans le texte de l'écrivain confirment que Halina a décidé de dissimuler son origine pour le reste de sa vie. Il s'agit là d'un commentaire très fort sur la situation des Juifs en Pologne à cette époque. Białoszewski a fait de tels commentaires à quelques reprises, mais toujours de manière allusive et prudente. En écrivant ce destin supplémentaire, l'auteur savait qu'il lui rendrait un très mauvais service. Apparemment, cependant, le besoin de l'écrire ne sera ce que pour un tiroir a prévalu. Halina est arrivée dans la famille Białoszewski d'une manière compliquée. C'était une véritable romance familiale, selon l'expérience de Sigmund Freud, romance familiale psychanalytique. Zenon Białoszewski, un amoureux par nature, ce que l'écrivain a souligné à plusieurs reprises, pendant l'occupation, alors qu'il était encore le mari de Kazimiera, la mère de Miron,
a entamé une liaison avec Zora, la demi-sœur de Stacha. C'est-à-dire, Stacha, c'est la mère de Khalina. Zora s'est occupée de Khalina quand elle était petite. C'est alors que la jeune fille a remarqué que son père, un juif, avait une liaison avec Zora, tout est tellement érotique. Après la guerre, Myron a appris de Stacha que son père Zenon, citation, avait flirté avec Khalina pendant l'occupation lorsque Zora était absente. Khalina elle-même, cependant, utilisait un terme beaucoup plus fort que flirter. Citation. Et pourquoi ne le dirais-je pas s'il se servait de moi? Le lubrique Zenon avait bon cœur et avait aidé des gens toute sa vie, comme le souligne l'écrivain lui-même. Et ce n'est donc pas comme s'il s'agissait d'une transaction, c'est-à-dire tu survivras si tu te donnes à moi. Bien qu'il s'agisse sans doute d'un abus choquant, la jeune fille n'avait pas du tout besoin d'être sûre que la concubine de sa tante continuera, que le concubin de sa tante continuera, c'est-à-dire que sa tante continuera à la secourir. Donc c'est un abus. Après tout, cette histoire alambique donne lieu à une vision immédiatement différente de l'œuvre, c'est-à-dire du livre de Pamiętnik, et de la lutte de l'écrivain avec ce qu'il peut être dit, et finalement, comment parler le trop, non parler des trop, parler zagadać dziurę, c'est-à-dire comment remplir le trop, non? Que c'est un processus infini. Donc, c'est significatif. Il y a 3 ajouts et tous sont retirés. Comme si vous voulez dire plus, pensez, mais je ne peux pas, mais je ne peux pas. Donc voilà. Donc, c'est une vision de mémoire qui inclut pas seulement le livre, mais d'autres textes, non paratextes. C'est un grand texte, palimpseste. C'est ça ma conclusion. Merci. Monopoliser la parole, juste dire ce qui me vient suite à cet exposé psychanalyste finalement, psychanalyse. Je ressens, je peux dire ce que je ressens, c'est une histoire tragique. Je suis convaincue par cette thèse selon laquelle si Białaszewski a continué à essayer de remplir ce trou, ça veut dire que, comme tu viens de le dire, le fait d'avoir publié le mémoire dans la forme que nous la connaissons n'a pas soigné le traumatisme. La question qui me vient, mais c'est parce que je fais partie ici de non-spécialistes, mais il y a ici Anna Sobolewska qui est là et qui a fréquenté Białaszewski beaucoup et de très près. Je me pose la question de savoir si c'est ce traumatisme duquel il n'est pas sorti était à l'origine de son mode de vie, le mode de vie qu'il a choisi après la guerre, sa liberté et son non-conformisme. Est-ce qu'il aurait vécu de cette façon sans être traumatisé par le soulèvement de Varsovie? Bonne question. Mais d'un côté, tous les Polonais, des générations après-guerre, ont été traumatisés. Quelqu'un peut dire que ce n'est pas éthique d'évaluer une chose plus traumatique que l'autre. Mais on peut dire qu'il y avait des gens plus traumatisés.
ma thèse que je ne sais pas défendre maintenant parce que il faudra avoir une crainte énorme par ça. Mais ma thèse est qu'il y a un traumatisme dedans, qui est traumatisme homosexuel, qui dédouble le traumatisme de la guerre. Parce que beaucoup de lieux, c'est pareil. Je ne peux pas dire que je suis juif, je ne peux pas dire que je suis homosexuel, je ne peux pas dire la vérité de mon expérience de la guerre ou de l'insurrection, de soulèvement. Donc, mais je ne peux pas dire la vérité de ma famille à l'Ukraine, à Volyn, par exemple, ma famille à Katyn, etc., etc. Non? Donc, tous les Polonais ont été traumatisés, bloqués de la possibilité de s'exprimer. Mais s'il y a plus de couches, plus des éléments, non? Je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que je suis homosexuel, parce que je suis juif, ou mon ami est juif, ou je connais un juif qui est impliqué dans l'histoire, etc., etc. Et enfin, je ne peux pas parler de mon expérience telle comme elle était à l'époque, parce qu'il y a une censure officielle, institutionnelle, et parce que aussi chacun de mes amis ne veut pas. Par exemple, Khalina ne voulait pas qu'elle se jamais révélait son père juif à cause de ça, ses origines juives, etc., etc., etc. Donc, enfin, c'est une expérience de paranoïa totale, je crois. Un palimpseste de paranoïa. Paranoïa en plusieurs. Qu'il y en a plus, non? Un palimpseste de ça, où on danse entre des trous. On ne sait jamais si on peut mettre le pied ici, parce que peut-être c'est un trou par quelqu'un d'autre. Nous ne sommes conscients pas que c'est un trou, non? Mais la censure nous dira. Ou nous parlons disons à quelqu'un qui connaît Stanisław Sven-Jaworowski, qui n'était plus l'ami de Wierzchowski à l'époque-là, et cet ami passe. Miron a raconté l'histoire de l'insurrection, il a dit ça, ça, ça et ça. Et Sven dit non, mais c'est pas vrai, comment il peut parler de ça? Disons que ça revient à Miron, et il pense si je ne veux pas offendre à Sven, je dois omiter. Comment maintenant garder ma pile de construction? Donc ça change. Ce que je voulais aussi dire, que la pile de construction considérée comme un succès littéraire peut avoir aussi son nombre, c'est-à-dire cacher les trous, non? Donc c'est une négociation tout le temps. Un palimpseste entre le trou, ou un palimpseste des trous. Et un compromis. Oui, exactement. Tout le monde s'est compris. C'est une œuvre, selon ce que tu dis, cette œuvre, c'est un compromis que Wierzchowski a réalisé. 1 million de compromis, oui. Donc dans cette vision originelle, non, il a parlé, il a répété de parler parce qu'il n'a pas trouvé la forme exacte, mais il l'a trouvé, il l'a écrit, il l'a publié. Moi, je suis en contre, non? Tous les corpus, tous les corps de texte, selon moi, démontrent que non. Pour moi, c'était une révélation. Et cette
cette idée que Halina avait une liaison avec Zenon Beloszewski, le père de Michel. C'était la première fois que j'ai entendu ça. Mais c'était encore un très intéressant fait que dans un moment, je ne me souviens, peut-être en taille hygiénique ou en mémoire, que Miron voudrait marier Halina. Il a proposé à Halina, il a réfléchi que il n'a pas de sens. Maman, c'est intéressant que tu penses sur ce fait, mais c'est trop général pour moi de discuter ce traumatisme en général, mais je pense que selon le time hygiénique, son personnalité homosexuelle, lui a aidé à non-conformisme. C'était absolument au contraire. Oui. Au contraire, avec Halina, par exemple, qui a caché son identité juive. Il n'a pas caché, c'était une idée qui lui a aidé d'être un écrivain complètement nouveau, non-conformiste, spécial, etc., que nous discutons maintenant. Mais quand tu dis qu'il ne s'est pas caché, tu te réfères à Beloszewski comme tu l'as connu en personne. Et c'est une autre chose, c'est qu'il a pu publier, non? Parce que tous ces œuvres publiées justement, non? Dont nous avons parlé dans Mirofor le premier, non? De poèmes, de prose censurée, etc., révèlent qu'il voulait en parler plus. S'exprimer comme une personne homosexuelle, un écrivain homosexuel, mais il était censuré ou il s'est censuré. C'est toujours un problème de décider quel était le cas. Sur le sujet de Halina, c'est proposé à lui, oui. Je dirais deux choses. Première, c'est qu'il y a des lecteurs de famille ethnique, parce que quand j'écrivais mon livre sur la réception, dans le chapitre sur la réception à l'école, il y a je ne sais pas comment on dit en français, break, c'est-à-dire un livre qui est pour des étudiants, où il était constaté fermement que Beloszewski et sa comment on dit fiancée, parce que ce vocabulaire n'est pas mon vocabulaire, évidemment, donc sa fiancée, que Halina était sa fiancée, c'était déclaré. C'est une chose. Et l'autre chose, je pensais sur ça, et quand j'écrivais un chapitre de mon livre Polish Queer Modernism sur mémoire, donc, où j'ai décrit des traces de discours homosexuels, j'ai revenu à cette idée de se marier avec Halina et j'ai arrivé à une conclusion que peut-être Beloszewski a voulu jouer avec la forme de mémoire, avec la forme de roman populaire. C'est-à-dire que celui qui sont conscients, ce sont les lecteurs qui savent, ils vont entendre que beaucoup de personnages masculins dans la mémoire sont en fait homosexuels, et d'autres vont penser qu'il a un flirt avec Halina, peut-être. Mais on parle de traces. Et le fait qu'on parle de traces et de phrases qui ne sont pas conclusives, il y en a beaucoup dans la mémoire. Donc, ça fait preuve
que c'est un palimpseste plein de trous et de motifs pas développés, disons, qu'on peut adiviner plutôt qu'interpréter, plutôt qu'entendre, en fait. Oui. Si nous voulons garder le programme, observer notre planning, on a juste, merci encore à Piotr, merci pour votre écoute, et nous vous proposons une petite pause d'un petit quart d'heure. Il y a le café dans la salle à côté, et nous reprendrons, selon notre programme, à... on a un quart d'heure. 15, on a un quart d'heure. Et on recommencera avec